Mes chers amis, bien bonjour. Aujourd'hui, on va attaquer le tout premier volet de notre série sur l'histoire des bibliothèques avec l'histoire antique. Alors, la bibliothèque déjà de base, déjà dès l'Antiquité, est un lieu déjà de conservation, mais aussi de la transmission des connaissances. On va voir déjà avec l'Antiquité, mais aussi avec les autres périodes historiques, que celle-ci tend à évoluer avec l'évolution de l'écrit, de la communication, mais aussi des progrès de l'éducation, de l'histoire des institutions, mais aussi des sociétés. Donc, pour commencer, le mot bibliothèque vient du grec biothéké, qui veut dire, vous avez biblion, qui veut dire livre, et théké, qui est le coffre. Donc, on va commencer dans un ordre, on va commencer par faire tout le petit tour un peu du bassin méditerranéen. On va commencer d'abord par la Mésopotamie, l'Égypte, la Grèce, avec peut-être une légère jonction de nouveau vers l'Égypte parce qu'il va y avoir une certaine particularité, notamment avec la bibliothèque d'Alexandrie, la Rome antique, pour finir un peu vers la Gaule. Donc on va faire un grand petit tour d'horizon un peu de l'évolution des bibliothèques et surtout des particularités, des points communs. En fait, on va voir un petit peu tout ça. Donc, déjà pour commencer, en Mésopotamie, mais aussi en Égypte, on constate déjà, là vous entendez Mimi qui fait ses ongles. T'as fini, c'est bon? Tu viens dire coucou? Voilà. Donc comme je l'expliquais déjà, en Mésopotamie, on constate déjà une grande évolution de tout ce qui est support écrit. Notamment à partir du 3e millénaire avant Jésus-Christ, on voit on a pu retrouver, datant de cette époque, un grand nombre de tablettes en argile ou de fragments de tablettes conservés relativement bien. On l'a retrouvé notamment par le biais de l'archéologie. Ces tablettes nous renseignent sur quoi? Déjà que la Mésopotamie avait déjà une grande connaissance de l'écriture, en sachant que l'invention de l'écriture en Mésopotamie se situe vers les alentours de 3000 avant notre ère, que celle-ci a permis la production d'un bon nombre de plaquettes d'argile, notamment on les compte à peu près à 1 demi-million, mais je pense que c'est très approximatif tous ces chiffres, mais aussi que c'est une écriture qui est sous forme cunéiforme et qu'on l'écrivait avec un calame. Un calame, d'après ce que j'ai pu chercher, c'est un petit peu l'ancêtre de notre stylo, mais peut-être plus proche d'un stylet en fait. C'était un outil, c'était un roseau taillé qu'on se servait pour écrire, donc c'est un petit peu comme un stylet. En Mésopotamie, l'écriture déjà était très présente, et on constate aussi un certain nombre de bibliothèques dans les temples. Déjà, on en trouve un à Babylone et un autre à Ninive. Ninive étant un peu un centre, comment expliquer ça? Une ville assez importante déjà dès cette époque. Donc, pour en revenir à Ninive qui ont leur propre bibliothèque. Au 8e siècle avant notre ère, la bibliothèque la plus importante, donc c'est celle du palais d'Assurbanipal de Ninive, où on a retrouvé à peu près plus de 20 000 tablettes ou fragments qui sont à l'heure actuelle conservés au British Museum. Donc, ce sont des textes, cette bibliothèque avait des textes qui étaient soit de nature technique, soit de nature religieuse. Le caractère religieux, un peu, dans les textes des bibliothèques de temples, en fait, va être quelque chose de relativement courant. On le verra par la suite, au fur et à mesure de l'exposé. Donc, on retrouve aussi des textes littéraires, on retrouve des textes scolaires, en sachant, je vais revenir sur les textes religieux, c'est pas forcément la majorité, mais il y en a quelques-uns. Donc, on voit quand même qu'au fur et à mesure des recherches, cette bibliothèque a eu une grande influence quand même en Mésopotamie. En Égypte,
on écrit principalement sur des rouleaux de papyrus. Alors le papyrus était le matériel le plus solide qui existait à l'époque. Bien avant le parchemin, c'était un matériel solide, mais l'inconvénient qu'on pourrait peut-être lui reprocher, c'est le coût. Le papyrus était extrait d'une plante, il faut traiter tout ça, et du coup, c'était quelque chose quand même qui était assez cher. Et ça, c'était bien avant le papier, on est bien d'accord. Donc, c'était principalement des rouleaux de papyrus. Les bibliothèques étaient présentes dans les écoles, mais aussi dans les temples et dans les palais, même si elles sont relativement assez mal connues, mais on sait qu'il y en avait déjà à cette époque-là. Donc, la caractéristique du papyrus, c'est également aussi une garantie de facilité de diffusion des documents. Pourquoi? Parce que c'est un matériel qu'on qualifie de solide. Donc, quelque part, c'est le matériel peut-être le plus utilisé peut-être à cette époque-là. Donc, au niveau des bibliothèques, on ne sait pas trop en fait si ces bibliothèques d'écoles, de palais ou de temples étaient... On ne connaît pas trop, leur utilisation n'est pas très bien définie, est assez incertain, donc on n'a pas on va dire peut-être beaucoup d'informations dessus. Au niveau des temples, on peut citer les temples d'Echnek et d'Anderat, où on a constaté des vestiges de bibliothèques. Et là où on peut peut-être souligner peut-être aussi quelque chose qui va nous rappeler quelque chose de récent, c'est le fait qu'on ait retrouvé un catalogue gravé sur le mur. On a déjà, on va dire, un système de catalogage déjà dès cette époque. Donc, ce qui prouve que on a déjà une véritable... Désolée, je mets ma veste parce que je n'ai pas très chaud. Voilà. On a une véritable volonté, en fait, de répertorier, de savoir à peu près ce qu'on a au niveau des œuvres. Donc, cela passe par un catalogage. Je développerai peut-être plus en détail certaines choses, mais en conclusion, pas maintenant. Donc, toutefois, il y a quand même une certaine difficulté de la part de l'historien et peut-être aussi de l'archéologue de savoir la portée symbolique ou intellectuelle en fait des œuvres que contenait ce temple. Au 1er siècle, on a des descriptions Diodore de Séville concernant, par exemple, la bibliothèque de Thèbes. Alors, je vais rappeler que Thèbes, à cette époque-là, était une grande ville politique, faut pas dire, je crois que c'était déjà la capitale de l'Égypte à l'époque, et du coup, c'est normal qu'on retrouve certaines bibliothèques au sein déjà d'une ville telle que celle-ci. Après, c'est vrai qu'on a très peu d'informations sur les bibliothèques des palais, des écoles ou des temples déjà à cette époque-là. Donc, c'est probablement aussi faute de documentation. Donc, cette bibliothèque de Thèbes, elle contenait à peu près 20 000 rouleaux. Oula, passer de 2000 à 20 000, ça fait un gros écart. 20 000 rouleaux. Donc déjà, c'était pas quelque chose de petit, c'était quelque chose de relativement grand. Le but aussi d'écrire sur le papyrus, c'était aussi assurer la transmission des savoirs de l'Égypte, notamment par le fait que ça a été périodiquement copié. Les textes égyptiens ont été périodiquement copiés, comme un petit peu tous les textes qui circulaient en Méditerranée, et du coup, ça a permis d'avoir les textes provenant d'Égypte, de Grèce, à d'autres lieux que leur pays d'origine. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau. Le système de copie n'est pas quelque chose de nouveau en soi. Le Moyen-Âge, à ce niveau-là, n'a strictement rien inventé. Le système qu'on trouve de copie chez les moines existait déjà en fait chez les Grecs, les Égyptiens. Donc c'est pas une notion nouvelle en soi. En Grèce, on va partir maintenant pour la Grèce, on constate la présence des premières bibliothèques publics, notamment avec la présence de textes d'auteurs anciens, donc des textes bien postérieurs au contexte politique des fondations de ces structures. Les premières bibliothèques publiques ont été créées
dès le VIe siècle à Samos et à Athènes. Elles ont été créées notamment par des politiciens comme Polycrate de Samos ou Pisistrate à Athènes. Donc ce sont deux grosses figures de la politique de l'époque, notamment du VIe siècle. Et du coup, c'est notamment, je crois, sous Pisistrate, si je dis pas de bêtises, que l'acropole d'Athéna avait été construite. Enfin, l'acropole, le panthéon d'Athéna plutôt. Donc oui, Pisistrate a bien aidé, a bien eu un rôle à jouer dans la construction du Parthénon d'Athéna, pour rectifier ce que je viens de dire. Donc, parce que mes connaissances en antique sont un peu lointaines aussi, surtout en politique. Bref, on s'en fiche. Donc, avec la conquête d'Alexandre le Grand, on va avoir aussi un certain nombre de villes, enfin un certain nombre de contrées qui vont connaître une influence grecque également. Ça va être le cas pour l'Égypte notamment, qui va avoir une dynastie grecque à sa tête pendant un bon moment. Après, avec les mélanges culturels et tout, bon, ça va tendance un petit peu à être du 50-50 entre égyptiens et grecs, mais concrètement, les conquêtes d'Alexandre vont permettre de mettre en place un système justement de bibliothèque, notamment avec celle qu'on connaît le mieux, c'est Alexandrie, la bibliothèque d'Alexandrie. On a tous entendu parler un jour ou l'autre de cette bibliothèque qui est connue pour avoir été grandiose, pour avoir été un grand pôle culturel. Cette bibliothèque va être fondée déjà d'une part sous Ptolémée Ier, donc elle va avoir qui est Ptolémée Ier, c'est-à-dire à peu près début du IIIe siècle avant notre ère, donc déjà bonne avancée. Alors, pourquoi je parlais d'influence grecque vers l'Égypte? C'est parce qu'en fait, les Ptolémaïques sont des Grecs à la base. C'est une dynastie grecque qui a régné durant les derniers siècles de l'Égypte. On connaît déjà une Ptolémée sans le savoir, qui est Cléopâtre 7, la fameuse Cléopâtre qu'on a vue dans les Astérix. C'est la dernière des Ptolémées, justement, c'est la toute dernière représentante. On va pas parler de Césarion, l'enfant qu'elle a eu avec César et qui est mort, on va dire, même pas avant d'avoir atteint sa préadolescence. Donc, c'est vraiment la dernière Ptolémée qu'on ait connue et qui a régné sur l'Égypte à proprement parler. Avant, on va dire, ce chapeautage de Rome sur l'Égypte. Donc, la bibliothèque d'Alexandrie, pour en revenir à elle, contenait à peu près 500 000 volumes, c'est-à-dire 500 000 œuvres, dont une partie malheureusement a été détruite lors d'un incendie en 47 avant Jésus-Christ, donc de grosses pertes au niveau culturel pour cette époque. Mais c'est une bibliothèque qui rassemblait des écrits tant grec qu'en langue barbare. Alors, en langue barbare, on va mettre un peu les choses au point là-dessus. C'est en fait les gens qui ne parlaient pas grec, c'est les gens qui n'avaient pas la connaissance de la langue grecque. C'est-à-dire, vous aviez la langue grecque et la langue des autres. C'est-à-dire, ça pouvait être je sais pas moi, le mésopotamien, l'égyptien, peut-être le latin, ce genre de choses. Donc, ce sont toutes les langues non grecques. Le but de cette bibliothèque à proprement parler, c'était avant toute chose de mettre en avant la culture grecque. Donc, cette bibliothèque était située en Égypte, donc au cœur de la culture égyptienne, mais avec cette volonté de propager la culture grecque, cette culture méditerranéenne tout simplement, avec ses écrits, au travers des écrits, des œuvres des auteurs. Donc on voit quand même une certaine forme d'implantation de la culture grecque en Égypte déjà à cette époque-là. Donc les œuvres qu'on retrouve déjà dans cette bibliothèque, ce sont soit des copies, soit des rachats de manuscrits. Alors, en premier lieu, ça a été rassemblé dans le palais royal, dans un endroit qu'on appelait le musée. Puis ensuite, ça a été mis dans une seconde bibliothèque qu'on appelait le Serateum.
peut-être une autre section pour appeler bibliothèque tout simplement. Donc, on pouvait trouver dans cette bibliothèque, dans tous ces rouleaux, ces ouvrages, déjà parce que c'était pas des livres, c'était vraiment des rouleaux comme on pouvait voir dans les dessins animés ou dans les films aussi. Donc là, à ce niveau-là, les films, bon, même si les films sur l'Égypte des fois sont pas très très bien faits, pas très très bons, à ce niveau-là, ils se sont pas embêtés, ils ont bien voulu respecter la chose. Bref, donc on pouvait trouver une même œuvre qui figure dans plusieurs rouleaux, c'est-à-dire, ben, vous avez, je sais pas, les œuvres d'Hérodote en tant que telles, et puis vous pouviez les retrouver dans un autre rouleau, et là vous vous dites, mais qu'est-ce que ça fait là? Ben, justement, c'est parce que on recopiait en fait au kilomètre, comme ça se faisait beaucoup déjà à cette époque-là. Ce modèle, le modèle de la bibliothèque d'Alexandrie deviendra un peu l'icône, le modèle à suivre concernant peut-être les bibliothèques grecques et romaines. En sachant que la bibliothèque d'Alexandrie, c'est maintenant que tu choisis ton moment, toi, gardait toujours une copie de chaque œuvre grecque aussi, donc plus bien d'autres choses, plus des traductions en grec de textes importants et de beaucoup d'autres choses. Donc, la bibliothèque grecque deviendra un petit peu, enfin la bibliothèque d'Alexandrie deviendra un petit peu le modèle à suivre par excellence. On va constater avec justement cette bibliothèque la naissance d'une forme la notion d'économie, je vais être un peu plus précise, d'économie au sein d'une bibliothèque, mais aussi de catalogage, bon, on appelle ça catalographie, mais c'est catalogage, et de critique un peu de lecture, ce qui pourrait peut-être s'apparenter, critique de lecture, moi ce qu'on pourrait entendre par critique de lecture, c'est un petit peu des fiches de lecture tout simplement, c'est un petit peu ça. Ce catalogage, ça va être plutôt, ça va plus concerner les œuvres littéraires grecques. Alors, le truc c'est que vous allez me dire, les œuvres littéraires grecques, attends ma grande, il n'y avait que ça. En fait, le truc c'est que quand vous allez par exemple de nos jours, parce que malheureusement, et c'est peut-être fait un peu exprès aussi, les auteurs grecs avaient tendance un petit peu à faire à conter l'histoire comme si c'était vraiment de la vraie littérature. Vous lisez par exemple les mémoires les livres d'Hérodote qui sont des pavés énormes, vous allez vous apercevoir que ça se lit un peu comme de la littérature et pas forcément en fait comme un livre d'histoire à proprement parler. On sait que c'est des livres d'histoire parce que bon nombre, on va dire, c'est les sources principales de l'historien antique, mais de l'historien antiquisant, mais ça se lit un petit peu à la fois comme un livre d'histoire et comme un livre de littérature parce qu'il y a des détails un petit peu romancés, comment dire, oui, un peu littéraire en fait. Ça fait un peu cet effet-là. Vous avez des détails, des fois, vous avez des détails qu'on trouverait pas en fait dans un livre d'histoire. C'est un peu comme si on vous racontait une histoire ou la vie d'un personnage ou la vie d'une bataille. Là, c'est la même chose en fait. Mais sans le côté peut-être historien très poussé, comme on pourrait trouver dans un manuel d'histoire pure. Donc, c'est pour ça qu'on parle vraiment de littérature grecque, à proprement parler. Donc, pour en revenir à la bibliothèque et pour fermer la parenthèse sur la littérature grecque, donc, ces améliorations, cette forme de catalogage, de critique de lecture, en fait, sont quand même plus ou moins un progrès pour l'époque. Parce que la bibliothèque ne se cantonne pas, en fait, qu'à être là où on range tous les livres et basta. Là où ça devient peut-être plus poussé niveau technique, c'est au IIIe siècle avant Jésus-Christ, on a le poète Callimaque, et là je vous mettrai peut-être sa bio, un lien vers sa bio en barre d'infos. Donc je disais Callimaque, je reviens parce que je viens de voir que le chat fait une bêtise, que le poète Callimaque a établi constate l'établissement d'une espèce de table des auteurs. Table des auteurs, ça veut dire, si on
si on se base sur ce que les historiens ont trouvé, c'est un peu le premier catalogue en 120 rouleaux. Enfin, premier catalogue qui se constitue de 120 rouleaux. Donc, c'est un catalogue, je dirais, plus poussé que les catalogues déjà qu'on connaît à l'époque. Il n'y avait pas la Dewey, il n'y avait pas tout ça encore, mais ça regroupe un petit peu comment dire, c'est la version plus poussée des catalogues qu'on pouvait déjà établir. Toutefois, on constate aussi le classement avec une forme de classement avec une forme de méthode que l'on qualifierait de réfléchie, avec notamment avec toute la littérature grecque. Alors, méthode de classement réfléchie, c'est-à-dire que c'est probablement le classement peut être aussi par auteur ou par thème. Ça peut être, j'ai pas trouvé d'informations plus précises là-dessus, donc ça peut être une forme peut-être de classement par auteur, je dirais. Classement plus réfléchi, ça peut être notamment ceci. Notamment pour la littérature grecque, où il y a beaucoup d'œuvres, où il y a peut-être beaucoup d'auteurs, et donc peut-être que les anciens de base ont dû trouver que c'était plus judicieux peut-être de ranger ces œuvres par auteur, par exemple. Donc il y a une forme il y a une volonté en fait d'évolution de l'organisation de l'époque, ce qui montre que c'est quelque chose qui évolue dans le temps avec les influences, avec les pratiques, donc c'est pas quelque chose, on va dire, qui est dénué de sens. Ensuite, dans cette grande bibliothèque, était la grande bibliothèque d'Alexandrie, on constate aussi une grande collection de livres antiques. C'est ce que de livres du monde antique, quoi. Alors, ce que j'entends par livre, c'est-à-dire les rouleaux, ce qui remplace un petit peu le livre, quoi, d'ouvrage, si vous préférez. Ce qui montre que cette bibliothèque est multiculturelle et cosmopolite, c'est ce que je vous disais. Alors, à la base, on trouvait bien évidemment des œuvres grecques, parce que les Ptolémées sont majoritairement grecs, mais vous trouviez aussi des textes égyptiens, peut-être romains, peut-être mésopotamiens, bref, tout le bassin à peu près méditerranéen, excepté peut-être la Gaule, où on verra la Gaule plus tard, le cas un peu particulier de la Gaule. Donc, on voit qu'il y a une vraie volonté, en fait, d'élargissement des connaissances, de cosmopolite, d'un aspect peut-être pas cosmopolite, c'est peut-être pas le mot, mais plus élargi peut-être. Malheureusement, cette bibliothèque va rencontrer un petit peu des déboires à la fin de l'Antiquité, notamment par l'incendie qui a eu lieu en 47 avant Jésus-Christ, où une bonne partie a été détruite, plus il y a eu celui avant ça, après ça, celui du 9e siècle, pas du 9e siècle, je sais plus lire, plus celui du 4e siècle après Jésus-Christ, donc deux incendies quasiment, pas côte à côte, mais quasiment deux incendies importants, qui ont fait que, d'une part, la bibliothèque a perdu une bonne partie de ses œuvres, et d'autre part, au début, et d'autre part, elle en a perdu d'autres. Donc déjà, ça sonne un peu le glas de la fin de cette bibliothèque qui, malheureusement, va perdre tout son intérêt au 6e siècle après Jésus-Christ, avec la conquête arabe. On va avoir une cohabitation entre la culture arabe et la culture païenne qui, petit à petit, l'une va un peu absorber l'autre. C'est malheureusement, j'ai envie de dire, c'est un peu malheureusement les aléas de la conquête. Ça, c'est malheureusement quelque chose qui se fait très souvent, où vous avez un peuple qui avale plus ou moins la culture de l'autre peuple. Donc déjà, on voit que malheureusement la bibliothèque n'a pas pu en fait survivre entre guillemets. Et puis c'est une époque quand même qui a envie de balayer un peu les héritages du passé. Bon, je prends l'exemple de l'université d'Athènes qui a été fermée à peu près à la même époque, donc on voit qu'on veut balayer en fait ce qui a été fait en Antiquité et mettre un peu sa culture de côté au profit d'autres choses.
À côté de la bibliothèque d'Alexandrie, on va trouver une autre bibliothèque qui est à Pergame au IIe siècle, qui est une bibliothèque qui a été fondée là, et qui sera un petit peu la grande rivale d'Alexandrie. Mais la grande rivale, un peu dans le même genre que deux sœurs qui se disputent tout le temps, en fait. L'une veut empiéter l'autre, et bien là c'est pareil, c'est de la concurrence tout simplement, c'est un petit peu la concurrence entre deux bibliothèques. On peut souligner quelques points importants, un petit peu défavorables, sur peut-être un plan économique pour l'Égypte, qui est l'arrêt des exportations de papyrus. Et là vous allez me dire, mais à quoi, mais attends, quel rapport? Comme je le disais, la plupart en fait des documents étaient écrits sur du papyrus parce que c'était le support écrit le plus solide à l'époque. C'était le truc le plus solide de l'époque. On écrivait sur des peaux de bêtes, mais les peaux de bêtes, bon, voilà quoi, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas le toucher n'est pas le même, on va dire. Et du coup, avec cet arrêt des exportations, les autres pays vont chercher une autre solution pour produire et pour trouver des supports écrits, d'autres supports écrits pour pouvoir propager leurs idées, propager la littérature et tout ça. Et du coup, on va se tourner petit à petit vers le parchemin, qui se révélera plus malléable et peut-être plus solide que le papyrus encore. Donc, quelque part, ça n'a pas forcément été très utile de faire ça parce un plan B avait été trouvé. Donc, c'est un détail, mais ça pourrait montrer pourquoi, à partir à peu près d'une certaine époque, on ne trouve plus de papyrus, mais plus du parchemin. On va dire que le détail du support montre à peu près l'époque. On va surtout aussi donc voilà. Ensuite là on a fait la Grèce, enfin on a fait la Mésopotamie, l'Égypte et la Grèce avec peut-être une espèce de petite jointure entre l'une et l'autre, en sachant que en Grèce il y a eu les premières bibliothèques publiques, il y a eu tout un tas de choses qui ont été faites, mais c'est pas la fin. J'estime que la bibliothèque d'Alexandrie, même si elle est entre les deux, c'est un exemple qui est parfait, peut-être de la cohabitation entre deux cultures et entre deux façons de faire différentes. Donc là, si on va quitter un petit peu la Grèce pour aller peut-être un peu plus vers nos amis, les Romains. Et on va pas taper sur des Romains, on n'est pas dans Astérix. Bon. À Rome, Rome a un petit peu récupéré comme il faut. Les Romains sont un peuple, on va dire, qui récupère beaucoup de choses des Grecs et des autres civilisations. On va faire une petite parenthèse un petit peu pour expliquer ça. Vous prenez la religion romaine. La religion romaine est la religion grecque, avec peut-être pas mal de différences, peut-être dans les divinités secondaires. Mais concrètement, le panthéon romain est quasiment le même que le panthéon grec. Ils ont juste changé les noms et tout ça, mais les fonctions restent les mêmes. Vous avez, je sais pas, vous prenez Jupiter, c'est Zeus, vous prenez Junon, c'est Héra, donc pour vous citer que ces deux-là. Vous prenez Vénus, c'est Aphrodite, enfin bon, voilà. Ils ont tendance un peu à récupérer certaines choses des autres civilisations. On va retrouver des influences égyptiennes, avec notamment le culte d'Isis. On va retrouver les cultes d'Ishtar. Enfin bon, on va retrouver un petit peu de tout, même si c'est pas partout pareil. Dans certaines régions, ce sera vrai et pas dans d'autres. C'est un petit peu un brassage. Et bien là, ce sera un peu pareil pour la bibliothèque. Les Romains vont reprendre le système grec des bibliothèques sous les rois de Macédoine. Ne me demandez pas la période des rois de Macédoine parce que là, comme je vous l'ai dit, ma connaissance en histoire grecque remonte à loin, mais je crois que c'est les derniers siècles de l'Antiquité romaine, de l'Antiquité grecque, mais là c'est à vérifier par contre. Donc là, je vous encourage à faire vos propres recherches sur les rois de Macédoine parce que là, je serais incapable de vous les donner. Je connais mes limites, je vous l'ai toujours dit à ce niveau-là.
Donc, ils ont fait une forme de récupération. On va avoir une multiplication des bibliothèques publiques à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Bibliothèque publique, ça vous rappelle peut-être quelque chose? C'est ce que je vous disais chez les Grecs. Les Grecs ont fait exactement ça. Les Romains ont fait la même chose. Donc, au second et 1er siècle avant Jésus-Christ, pour alimenter peut-être un peu les bibliothèques, on va avoir un transfert en fait on va avoir peut-être aussi un transfert des bibliothèques privées grecques vers les structures romaines. Il va y avoir quelques ouvrages en fait qui vont passer d'un point A à un point B pour alimenter justement ces multiples bibliothèques. En 39 avant Jésus-Christ, on assiste à la fondation de la première bibliothèque publique par Asinius Polion, pardon si j'écorche, qui va se situer dans le Temple de la Liberté sur l'Aventin. Donc, déjà, vous avez un représentant de l'autorité publique qui va vous dire, voilà, je forme la première bibliothèque publique pour que tout le monde puisse en profiter. C'est dans un temple. C'est pas quelque chose de nouveau. On l'a vu pour la Mésopotamie, on l'a vu pour l'Égypte, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Ce modèle va tendance un peu à être repris par Auguste, notamment en 28 avant Jésus-Christ, puis par Trajan. Donc Auguste, on connaît tous la figure d'Octave qui devient Auguste. On la connaît. Je vais pas faire un chapitre entier là-dessus. Je vous incite à faire vos propres recherches sur Auguste. C'est celui qui va succéder plus ou moins à César. C'est celui qui va s'imposer face à Cléopâtre, notamment c'est lui qui va être un peu à l'origine de la défaite de Cléopâtre, pour vous situer un petit peu où ça se situe, avec le triumvirat et tout le tralala. Mais ça ce n'est pas le sujet. Donc, on va avoir des bibliothèques qui vont comporter plusieurs dizaines de millions de rouleaux, donc on parle encore de rouleaux, on ne parle pas de livres, avec peut-être des divisions en départements, notamment départements grecs, départements romains, et peut-être aussi il y en a d'autres, mais pour l'instant, on n'a répertorié que ces deux formes-là. On assiste aussi à la création par des riches notables, à des riches notables, à la création de bibliothèques également, qui vont être installées soit près des temples ou d'autres lieux publics. Donc, on va inciter les gens lettrés de préférence, les gens lettrés, les gens libres, surtout à pouvoir aller à la bibliothèque et surtout de profiter profiter des savoirs qu'il y a. La bibliothèque, déjà à cette époque-là, c'est un lieu de lecture, c'est un lieu de travail, mais c'est aussi un lieu de conservation. Donc, les Romains, malgré cette tendance un petit peu de se réapproprier ce qui n'est pas à eux, ils ont parfaitement cette notion en tête qui est la conservation un peu des écrits. Parce que c'est une civilisation comme les autres, ce sont des civilisations écrites, ce qui n'est pas le cas pour toutes. On le verra avec la Gaule notamment, et la difficulté justement avec un peu la culture gauloise. Ce modèle de bibliothèque, cette espèce de, ce modèle de bibliothèque va tenter un peu de s'étaler un peu partout. Alors, ce que j'entends par s'étaler, ça va être notamment de s'étaler on va tenter de les imposer dans les colonies romaines, en Italie entière, dans les provinces occidentales et orientales. Donc, on va essayer un petit peu de l'implanter là où on peut et là où c'est possible. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas être possible partout, et ça, on le verra avec la Gaule. Par rapport à Rome, on peut aussi constater, par rapport à Rome, et peut-être aussi dans le monde romain, on peut constater aussi la présence de bibliothèques privées. Ces bibliothèques sont enrichies par des fonds qui sont par exemple qui sont composés de copies d'ouvrages provenant de bibliothèques publiques. Donc vous avez aussi à côté les bibliothèques publiques et les bibliothèques privées, c'est les bibliothèques qu'on a nous en fait, c'est nos bibliothèques personnelles. Donc déjà, il y a cette volonté, vous avez les savoirs publics, ce que
là où on réunit tout le savoir qu'on peut, et on a notre savoir personnel qui se caractérise par notre bibliothèque personnelle. Donc déjà, à Rome, peut-être dans certaines familles, chez certaines personnes, on a cette volonté, cette culture de la culture personnelle. Donc, déjà, il y a peut-être 2 formes de bibliothèque déjà qui commencent à se dessiner un peu à Rome. Dans ces bibliothèques, et là je parle des bibliothèques publiques, pour en revenir à ça, on a le système de rangement par niche, avec un rayonnage ou d'armoires en bois. Par niche, par rayonnage, c'est pas quelque chose qui nous est inconnu, c'est quelque chose déjà qui existait à l'époque. Donc c'est pour vous dire que certaines choses qui nous sont familières dans nos bibliothèques ne sont pas nouvelles. C'est quelque chose qui existait déjà dès l'Antiquité. Mais ça, j'en parlerai peut-être en conclusion. Donc, on a un développement des bibliothèques qui est attesté par des textes, mais je préciserai peut-être plus en poussant peut-être la chose plus loin, là où c'est possible de le faire. Dans certaines colonies, certaines zones, il n'est pas possible d'implanter une bibliothèque, soit parce que les choses ne le permettent pas, soit parce que la culture elle-même ne le permet pas. Toutefois, c'est quelque chose qu'on va voir. Là, on va partir de Rome vers la Gaule, on va terminer avec les Gaulois, et on va voir que la Gaule, même si elle a tendance un petit peu à progresser, notamment avec le développement de la culture chrétienne, ce n'est pas quelque chose qui lui est propre. La Gaule, la culture gauloise, c'est d'abord une culture plus orale qu'écrite. Il y a une ignorance du livre en Gaule jusqu'à son introduction à Marseille. Donc, puis par la propagation romaine. Donc, on a une connaissance du livre. On sait à quoi ça ressemble. Enfin, du livre, on va dire des rouleaux. On sait à quoi ça ressemble, mais il n'y a pas assez, on va dire, de connaissances, peut-être pas assez d'intérêt à s'y intéresser dessus pour pouvoir, on va dire ah ben il y a tel livre sur ça, et puis tout le monde ne sait pas lire aussi. Et puis c'est une culture orale, comme les Celtes. Donc, c'est comme les Celtes, entre autres. Donc, c'est pas forcément dans la culture gauloise, en fait, de s'intéresser aux livres. Je ne dis pas que les Gaulois étaient tous des idiots. Je dis simplement que la culture orale, bien souvent, prime sur la culture écrite dans certaines civilisations. Même si on retrouve néanmoins des traces par l'archéologie, par certaines choses. On a des traces, on a peut-être des écrits ou des choses comme ça, mais ce n'est pas quelque chose qui va de soi. C'est ça que je veux dire. Donc, néanmoins, on constate un peu avec l'arrivée des Romains en Gaule, et peut-être un peu avant, que les écoles plus ou moins se fleurissent, notamment à Vienne, et que des librairies, on va appeler ça des librairies, même si je pense que l'emploi du mot librairie par l'auteur du livre où j'ai trouvé les documents est assez maladroit, on va en trouver du côté de Lyon. Donc, on constate quand même néanmoins qu'il y a un manque de témoignages sur la présence des bibliothèques, c'est ce que je vous dis. On en a un produit là où c'est possible et là où on peut, principalement. On ne peut pas en implanter partout, même si leur présence est probablement sûre. On peut supposer que ce n'est peut-être pas on ne peut peut-être pas le faire partout, dans les mêmes conditions et dans les mêmes lieux. Donc, quelque part, pour créer une bibliothèque à cette époque-là, il faut avoir un caractère d'acclimatation, d'appropriation aussi du territoire, et aussi peut-être de voir qu'est-ce qu'on peut incorporer de la culture, par exemple de la culture gauloise, dans notre propre culture ou dans notre propre bibliothèque. C'est peut-être aussi toute la difficulté. Donc, avec le 3e siècle avant Jésus-Christ, on a 3e siècle plutôt, 3e siècle après, on a un développement des bibliothèques, notamment des bibliothèques chrétiennes. Avec le développement de la culture chrétienne, de la religion chrétienne, on voit pondre un petit peu partout des bibliothèques. Pourquoi ? Parce que il y a une volonté de répandre la bonne parole, il y a une volonté peut-être aussi de
je dirais pas de prêcher parce que c'est très maladroit peut-être pour cette époque-là, mais il y a une volonté peut-être de transmission aussi des paroles du Christ, justement aux populations païennes. Donc, les bibliothèques, et même celles qui sont déjà existantes, profitent un peu du développement chrétien pour s'enrichir. Donc, il y a une véritable volonté de créer et peut-être aussi d'enrichir les bibliothèques déjà présentes. Parmi les bibliothèques qu'on peut citer, on peut citer par exemple la bibliothèque de Césarée de Palestine, qui est une ville en Israël, où on pouvait trouver 30 000 rouleaux par exemple. Donc là, bon, on passe de la Gaule à la Palestine, vous allez me dire c'est pas à côté, certes, mais c'est pour vous donner un autre exemple que avec l'arrivée des religions monothéistes, on va avoir aussi un boom en matière un grand boom en matière de fondation de bibliothèques, peut-être, je dirais pas bien plus qu'en Antiquité, mais qui va se rapprocher peut-être de certains booms qu'ont pu connaître certaines villes dans l'Antiquité. On constate aussi une généralisation des codex. Les codex sont en fait un rassemblement de documents. Ce sont des réunions, ce sont en fait des textes qu'on met en page et qu'on réunit en fait dans un seul et même document. Ça peut être, ce sont des livres, hein, ce sont les livres à proprement parler que nous connaissons. Donc, on voit quand même que le support déjà évolue. On passe du rouleau, de la tablette d'argile au rouleau, et ensuite on arrive au codex. Donc, c'est pour montrer que même la bibliothèque évolue, les influences évoluent, le support évolue également. Donc ça montre un peu le côté, on va dire, ça montre l'évolution de la structure, ça montre une évolution aussi de la façon de travailler, enfin de tout. Au IVe siècle après Jésus-Christ, du coup, on assiste à une restauration de l'Empire et aussi de l'Empire romain. Là, je reviens un peu à Rome. Enfin, de l'Empire romain avec un peu tout. À une forme de paix et au développement du christianisme. Donc le christianisme n'est pas étranger à la forme de prospérité que connaissent les bibliothèques. C'est ce que je disais tout à l'heure. Avec le développement, on va dire, de la culture chrétienne, avec peut-être la réunification de l'Empire, on assiste un peu à cette forme, et là je parle plutôt Empire Occident qu'Empire d'Orient, c'est pour cette fois-ci. On assiste peut-être un peu plus à ce côté peut-être pas plus uniforme, mais un élargissement en fait des influences. En Gaule, parce qu'on parle encore de Gaule au IVe siècle, je vous rappelle qu'on est vers 300, donc on est vers 300 et quelques, donc, et on est un empire d'Occident et pas un empire d'Orient. Et là, je trouve que c'est très maladroit en fait de certains auteurs de ne pas faire la différence en fait. Bref, ça c'est autre chose. En Gaule, on voit des bibliothèques aristocratiques qui commencent à être de plus en plus importantes, mais avec une témoignage, avec une cohabitation qu'on retrouve dans certains témoignages, une cohabitation entre la culture classique, qui est caractérisée par les Grecs et les Romains, et une culture plus chrétienne. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des bibliothèques de la fin de l'Antiquité, début Moyen-Âge? Parce que là, on va parler plus d'Antiquité tardive, parce que c'est comme ça qu'on appelle tout simplement le début, ces siècles un petit peu charniers. C'est que tout simplement, on peut assister en fait à une forme de cohabitation en fait entre les différentes cultures. La culture grecque et romaine sont des cultures classiques, sont des cultures en fait qui restent toujours dans les mémoires. C'est une culture qu'on étudie toujours. Le latin d'ailleurs est la langue religieuse au Moyen Âge. C'est la langue de la loi. C'est quelque chose cette culture est toujours présente en fait. On a toujours une culture du grec, une culture du romain, du latin, comme on a aussi une culture chrétienne. Donc il y a une forme de cohabitation entre les deux, cohabitation qui se passe bien, on va dire la chose comme elle est, une cohabitation en fait qui a pour but de s'enrichir l'une à l'autre. Donc en fait, c'est un développement, une prospérité en fait qui est favorable aux deux, parce que les unes permettent de survivre et les autres en fait permettent de s'en enrichir. Donc pour conclure, qu'est-ce que je pourrais dire déjà des bibliothèques en période antique?
Pour commencer, la période antique, je trouve, est la période charnière en fait de la gestion et de l'organisation de nos bibliothèques actuelles. Le système de catalogage, le système en fait de classer par auteur, de cataloguer les ouvrages, ce système de copie, enfin c'est le système de copie peut-être après, c'est en fait l'ancêtre de la gestion de la bibliothèque actuelle. On ne peut pas le nier, on a tous eu, qu'on soit étudiant, qu'on était étudiant, pas étudiant, qu'on aille à la bibliothèque ou pas, enfin, quand on va à la bibliothèque, on a automatiquement un catalogue qui nous est proposé. Ce catalogue, maintenant, on le trouve sur Internet avec le nom de l'auteur, le nom de l'ouvrage, l'ISBN, enfin tout ça. C'est quelque chose qui était déjà qui était prépondérant dans l'Antiquité, et c'est quelque chose qui a été mise en place déjà dès cette époque-là. Donc, on voit que nos bibliothèques modernes ont encore des traces de cette époque antique, des traces de cet héritage antique, qui font que c'est un petit peu en fait la base de nos bibliothèques, le catalogage est la base de nos bibliothèques, le classement par auteur. On prend l'exemple par exemple du classement par auteur qui a été montré par Callimaque, qu'il appelle la table des auteurs, qui est une façon de classer qui est un catalogue par auteur en fait. Ce catalogue par auteur, en fait, c'est quelque chose qui nous est familier, c'est quelque chose qu'on connaît, mais c'est quelque chose qu'on pourrait relier aussi à la forme de classification que l'on connaît maintenant, c'est-à-dire classer les ouvrages par auteur, peut-être pas par thème, peut-être pas par thème encore à cette époque-là, mais par auteur. C'est quelque chose qui se fait déjà à cette époque-là, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans nos bibliothèques actuelles. Alors, je vais peut-être faire une petite nuance parce que selon certains ouvrages, en fait, c'est pas l'auteur en lui-même qui est pris en compte, c'est qu'une lettre de son nom, mais ça c'est autre chose. On va pas rentrer dans le système de classification d'Ewey, sinon on y est pour 3 heures. Mais c'est quelque chose qui nous est pas inconnu. C'est quelque chose qu'en fait qu'on fait sans s'en rendre compte. C'est quelque chose en fait qui est naturel maintenant. C'est quelque chose qui nous vient justement de cet héritage antique et dont on n'a pas forcément conscience. Par rapport au système de copie, le Moyen-Âge n'a strictement rien inventé. Le système de copie existait déjà dans l'Antiquité. Alors, j'en parle parce qu'en fait, on a toujours et on le verra quand on parlera de la période médiévale, qui est une période que je connais mieux, on va pas se mentir, parce que je suis spécialisée dans le médiéval. On a tous en tête cette vision du moine copiste qui recopie, on va dire, sans arrêt les mêmes ouvrages, tout ça. Mais dans l'Antiquité, c'était pas très différent, on faisait exactement la même chose pour que chaque bibliothèque puisse avoir son propre volume. Le propre volume, je sais pas moi, des ouvrages d'Hérodote, je reprends celui-ci, ou de l'Iliade et de l'Odyssée, je vais reprendre par exemple celui-ci. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Après, il peut y avoir plusieurs copies d'un même ouvrage, ça c'est quelque chose qui peut arriver. L'hypothèse qu'on peut émettre, ça peut être des legs, tout simplement qu'on ait pu faire aux bibliothèques, pourquoi pas. Ça peut être peut-être une erreur de commande, ça peut être tout un tas de choses en fait. Ça peut être aussi quelque chose de volontaire aussi. Même le fait par exemple de retrouver une œuvre dans un autre rouleau, c'est quelque chose de possible aussi. Donc il faut avoir en tête en fait que c'est pas quelque chose qui est propre au Moyen-Âge, c'est quelque chose qui existait déjà dans l'Antiquité. Maintenant, ce qu'on peut appeler le copie, en fait, c'est les imprimeries chez les éditeurs, c'est la même chose. Sauf que là, c'est en des milliers d'exemplaires, et là, malheureusement, c'était pas le cas. Donc, c'est un système déjà, pour englober tout ça, c'est un système qui est l'héritage en fait des bibliothèques modernes. Pour moi, parce que c'est mon point de vue personnel, et puis bon, j'ai quand même tâté la question sur un bon bout de temps, c'est l'ancêtre de notre héritage. De notre héritage en bibliothèque, c'est l'ancêtre du fonctionnement de nos bibliothèques, et ça, malheureusement, on ne le sait pas forcément toujours. Donc, quelque part, ça nous montre que les Égyptiens, les Grecs, les Romains et tous les autres, ils avaient déjà un système bien établi, qui peut-être avait peut-être des couacs, comme dans tous les systèmes, mais
qui fonctionnait. C'est un système qu'on reconnaît, qu'on réutilise encore, donc ça montre qu'il fonctionne. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Bon, la vidéo va être longue, je m'en excuse d'avance, mais il y avait pas mal de choses à dire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à vendredi prochain pour cette fois-ci la période médiévale dans cette série des bibliothèques. Ciao!